Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Julia Cagé, économiste à Sciences Po Paris et auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions Fayard et qui s'intitule « Libre et égaux en voix ». Bonjour Julia Cagé. Bonjour. Alors quand on lit ce livre, on se dit mais peut-être que Julia Cagé s'est trompée de discipline, qu'elle aurait dû plutôt aller vers les sciences politiques. Ou la philosophie politique. Ouais. Mais de fait, j'en ai fait beaucoup. Je suis arrivée à l'économie relativement tard dans mes études et du coup dans ma carrière. Et j'ai toujours été entre les deux, entre d'un côté l'économie, d'un autre côté les sciences politiques. En fait, fondamentalement, je suis quelqu'un qui n'aime pas les barrières entre les disciplines. Pour moi, ce que je fais, c'est des sciences sociales, ce qui inclut l'économie, la sociologie, l'histoire, la science politique. Oui, puis vous renouez avec l'économie politique, tout simplement. Oui, exactement. Ouais. En fait, ce qu'on appelait économie politique Oui. pendant longtemps, c'était ce qu'on appelait aussi philosophie politique. Depuis, on a un peu créé des barrières disciplinaires fortes et je pense qu'il faut lutter contre ces barrières disciplinaires et justement travailler et apporter ce que nous apporte la science politique pour travailler sur la démocratie, regarder ce que nous apporte l'histoire et regarder tout ce que peuvent nous apporter les différentes disciplines. Surtout aujourd'hui, crise sanitaire, crise économique, couvre-feu, terrorisme, changement climatique. Ça va donner quoi en termes de démocratie? Parce que vous êtes déjà inquiète là, dans ce livre. Oui, c'est un livre qui est né d'inquiétude et en même temps, c'est un livre qui est profondément optimiste. Oui, il y a des solutions. La première phrase du livre, c'est « La démocratie n'existe pas ». La seconde, c'est « Elle reste à inventer ». Moi, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que l'état actuel des choses. La bonne nouvelle, finalement, c'est que la démocratie, c'est une invention relativement moderne dans l'état dans lequel on la connaît aujourd'hui. Le suffrage universel, en France, ça date de la fin du 19e siècle. Et à l'époque, c'était un suffrage qui n'était pas vraiment universel puisqu'il était refusé aux femmes. Pour les femmes, c'est 1944, ça fait même pas un siècle. Donc on est encore en phase d'apprentissage, mais je pense qu'il faut s'interroger sur toutes les faiblesses du système. Et plutôt que de passer notre temps à dénoncer, par exemple, des citoyens qui n'iraient plus voter ou des citoyens qui ne font plus confiance aux médias, il faut essayer de comprendre pourquoi les citoyens ne font plus confiance aux politiques, pourquoi les citoyens ne vont plus voter, et essayer d'améliorer profondément le fonctionnement de nos institutions. Mais est-ce qu'une voix comme la vôtre, c'est-à-dire un économiste qui appelle à refaire de la politique, puisque dans ce livre, vous réexpliquez que la droite et la gauche, ça existe et qu'il y a des différences, est-ce qu'une voix comme la vôtre peut être entendue aujourd'hui dans ce marasme mondial ? Alors, si vous parlez au niveau mondial, je ne sais pas vraiment. Pourquoi on écrit des livres ? On écrit des livres pour mettre des propositions en débat. Dans le livre, je fais un certain nombre de propositions concrètes. Je propose d'introduire des référendums délibératif. Je propose de prendre au sérieux le déficit de représentativité qui caractérise aujourd'hui nos élus en introduisant des mesures afin de favoriser la parité entre les femmes et les hommes et la parité sociale à l'Assemblée nationale. Je propose de remplacer le système qui est complètement dépassé de 500 signatures d'élus pour se présenter à l'élection présidentielle par des primaires ouvertes obligatoires qui réuniraient au moins 1% du corps électoral. Ça pourrait être mis en place. Ce n'est pas un changement de constitution, c'est simplement un changement de loi électorale pour les élections de 2022. Il ne s'agit pas de faire entendre ma voix, il s'agit de faire entendre finalement la voix du plus grand nombre par un certain nombre de réformes. Et l'idée d'écrire un livre, l'idée de venir en parler avec vous aujourd'hui, c'est finalement que chacun puisse s'approprier ces propositions et qu'on les mette dans le débat. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas, mais il faut quand même mieux tenter quelque chose plutôt que de se résigner face à la crise actuelle. Je comprends, mais vous le dites vous-même dans ce livre-là. On a en face quand même un mur que vous appelez l'oligarchie, qui veut rien entendre et qui manipule, vous le dites, le thème de populisme à tout vent, quoi. Oui, le problème actuellement, c'est que finalement, on se retrouve avec un gouvernement qui se revendique de l'expertise, qui s'auto-qualifie de progressiste et qui définit en face toutes les oppositions comme étant populistes. Alors, c'est très facile, le terme de populiste, mais c'est un terme auquel on devrait renoncer, je pense, parce que justement, ça permet de mettre tout et n'importe quoi sous la même étiquette. Et on emploie le même nom en France pour qualifier Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, en Italie, le mouvement 5 étoiles, la Ligue, Bolsonaro, Trump, un petit peu de Erdogan. Enfin, je veux dire, je suis ni fan de Trump, ni fan de Erdogan, et encore moins de Bolsonaro, mais quand on regarde la réalité des politiques menées, mettre la même étiquette pour qualifier tous ces hommes politiques, c'est vraiment manquer de profondeur et surtout refuser d'entrer dans le détail concret
des réformes politiques à mettre en œuvre. Et c'est un peu pareil en France. En fait, et ça c'est apparu finalement au grand jour pendant la crise sanitaire. C'est une façon pour le gouvernement de complètement disqualifier et décrédibiliser les oppositions. Sauf que quand on se retrouve à un moment comme aujourd'hui, avec une crise sanitaire et des questions qui sont tellement complexes à trancher, sur lesquelles on n'a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse sur qu'est-ce qu'on peut prendre comme risque sanitaire par rapport au risque social, par rapport à l'équilibre économique, etc. On devrait avoir une délibération collective. Et ça, on a perdu finalement le sens de la délibération collective et le sens du débat politique dans tout ce qu'il a de plus beau et de plus noble. Et c'est un livre très féministe, donc féministe de l'économie, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais vous le notez, c'est important. Vous dites qu'en effet, c'est quand même un milieu de mecs, les économistes, et qu'il serait bon de... La profession d'économiste a vraiment un problème dans son rapport aux femmes, et donc c'est quand même important de féminiser cette profession. De ce point de vue-là, c'était important pour moi d'écrire sur ce sujet, parce que pendant très longtemps, quand j'ai fait mes études, notamment en thèse à l'étranger, on était une toute petite minorité de femmes, et pendant longtemps, j'en tirais une certaine fierté. Je me disais, ah bah tiens, finalement, si je suis une femme parmi 25 hommes, c'est plutôt que j'ai bien réussi. Et ensuite, en grandissant un peu, finalement, je suis devenue féministe avec le temps, et surtout en voyant toutes mes étudiantes qui refusent à venir en thèse, ou qui se refusent après la thèse à rentrer dans le monde académique, alors que tous les étudiants garçons font ces choix plus ambitieux. Je me suis dit, il y a quand même vraiment un problème, et notamment il y a un problème de rôle modèle, et je pense que c'est important de formuler ce modèle. Ensuite, c'est un livre féministe qui est écrit par une femme, mais c'est vraiment un livre qui met le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes au même plan et au même titre. Soulignez à chaque fois que tous les autres minorités. Combats, notamment le combat pour une meilleure représentation des classes populaires, le combat pour une meilleure représentation des minorités visibles, et je pense que ce combat pour l'égalité est un combat essentiel. L'autre point qui me paraît essentiel, c'est que si on avait une majorité de femmes partout, ça serait pas beaucoup mieux. Je veux dire, les femmes font pas mieux que les hommes. Ce qui est important, c'est d'avoir une juste représentation de chacun. Et c'est cette juste représentation qui fait défaut aujourd'hui. Alors, parmi les propositions, le mot « bon », donc bon associatif, bon pour les médias, etc., bon pour les partis politiques, revient beaucoup. Est-ce que c'est pas un terme un petit peu désuet, le bon ? C'est pas le bon par rapport au mal. Hein. Non, c'est des bons pour participer. Exactement. En fait, il faut davantage de démocratie participative. Ensuite, qu'est-ce qu'on constate concrètement quand on regarde les politiques de démocratie participative qui sont mises en œuvre ? On va faire de la démocratie participative au niveau des villes, on va mettre en place des budgets participatifs, oui, etc. Or, qu'est-ce qu'on constate ? Que toutes ces politiques-là, elles bénéficient fondamentalement à ceux qui sont les plus éduqués, qui ont les plus hauts revenus et qui habitent dans les grandes villes. Pourquoi ? Parce que contrairement à une espèce de légende urbaine, les gens les plus modestes, en général, c'est pas ceux qui ont le plus de temps, c'est ceux qui ont moins de temps. Quand vous avez un bon job et que vous habitez en centre-ville à Paris, vous pouvez prendre un peu de temps à la fin de votre journée pour aller voter pour le budget participatif. Maintenant, si vous habitez à 2 heures de Paris, que vous avez le transport en métro le matin, qu'on vous fait travailler un peu le matin, un peu le soir, en général, par exemple, si vous nettoyez des bureaux, on a accepté le fait que, par exemple, il ne fallait pas que les gens qui nettoient les bureaux croisent les gens qui y travaillent. Ça, il faudrait peut-être le remettre en cause. Donc, on vous fait travailler entre 6 et 8, on vous refait travailler le soir, vous rentrez super tard chez vous parce que vous avez encore 2 heures de RER et vous n'avez pas de quoi faire garder vos enfants parce que vous êtes payé une misère. Bon, vous n'avez certainement pas le temps de prendre part à cette politique de démocratie participative qu'on vous propose. Donc moi, je pense que si on prend au sérieux la question de la participation de tous, il faut le faire en donnant les moyens à chacun de participer dans le temps qui lui est disponible. Et les bons pour la vie associative, les bons pour l'égalité démocratique ou les bons pour le financement des médias, c'est ça. C'est de dire, il y a une chose que chacun fait chaque année et que chacun doit faire, c'est déclarer ses impôts. Et donc, prenons cette opportunité pour donner à chacun une partie de financement public à attribuer aux partis de son choix, à attribuer aux médias de son choix, à attribuer aux associations de son choix. C'est moins finalement sexy, si vous voulez, d'une certaine manière, que de dire on va faire des grands raouts au niveau local pour décider des politiques à mettre en œuvre. Mais c'est plus pragmatique et puis surtout c'est plus juste, c'est plus égalitaire et ça permet davantage de prendre en compte concrètement les demandes de participation des plus modestes. Vous êtes une spécialiste des médias et vous êtes vraiment engagée là pour le coup pour aider les médias à rester libres, à exister déjà parce qu'ils disparaissent en région. Et donc ces bons-là seraient vraiment une occasion donnée à chacun de donner
aux médias à qui correspond le plus, quoi. Exactement. Moi, je pense que les citoyens doivent se réapproprier les médias et doivent être partie prenante de l'actionnariat des médias et doivent être partie prenante de la gouvernance des médias auprès des salariés et auprès des journalistes. C'est pourquoi on vient de créer une nouvelle association qui s'appelle Un bout du monde. Vous pouvez aller la voir sur Internet, c'est unboutdumonde.org, qui est une association qui se bat pour l'indépendance des médias avec cette idée centrale de faire rentrer chaque citoyen au capital des médias et de faire de chaque citoyen des parties prenantes de la gouvernance et donc de l'indépendance des médias. Et ce qui est fondamental dans cette association, c'est qu'elle est citoyenne, elle est à but non lucratif et elle est démocratique. Pourquoi ? Parce que chacun peut faire la différence simplement en donnant 5 euros, 10 euros, 15 euros. Donc il y a peut-être des gens qui vont simplement donner 5 euros et d'autres qui ont un peu plus les moyens qui vont donner 500 euros. Mais celui qui donne 500 euros n'aura pas plus de pouvoir que celui qui donne 5 euros. Parce que la démocratie, pour les médias comme pour la vie politique, ça doit être défini comme une personne égale une voix et pas 1 euro égale une voix. Dernière question, Julia Cagé. Toutes ces propositions, d'après vous, c'est compliqué à mettre en branle ou c'est... Non, c'est pas compliqué à mettre en œuvre. Si je prends les différentes propositions que je fais, le fait d'avoir des primaires ouvertes obligatoires, ça c'est un changement de loi électorale, ça peut être fait demain. Le fait de limiter les financements privés des partis politiques et des campagnes électorales pour sortir de l'oligarchie que vous soulignez tout à l'heure, ça peut être fait demain avec un changement de loi électorale, vous abaissez les seuils à 200 euros. Le fait d'introduire un référendum délibératif, alors là ça va demander un changement de la Constitution, mais la majorité des partis finalement disent oui, on est pour le référendum d'initiative citoyenne. Donc plutôt que le dire, autant le faire. Le fait de contribuer à Un bout du monde, ça c'est extrêmement facile. Il suffit d'aller sur Internet, unboutdumonde.org, vous donnez 5 euros et vous pouvez faire la différence. Dans ce livre, on pourrait me reprocher finalement d'être trop tourné vers les solutions plutôt que de vendre un peu du rêve, un monde idéal. C'est parce que je crois sérieusement qu'on peut faire changer les choses. Et donc c'est des propositions très concrètes pour essayer d'améliorer le fonctionnement de nos démocraties. Merci beaucoup Julia Cagé pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 rend accessibles ses journaux aux sourds et malentendants. Globalement, le vote se passe bien dans l'ensemble. Retrouvez aussi le Journal de l'Afrique tous les soirs en édition sous-titrée.